Le but de cette vidéo est de présenter principalement la démarche d'application du principe fondamental de la statique qui permet, comme son nom l'indique, de résoudre des problèmes de statique. Un problème de statique a principalement pour objectif de déterminer des actions mécaniques inconnues à partir d'actions mécaniques connues, ce qui permet en particulier de dimensionner des éléments de guidage, ici un coussinet ou un roulement à billes dans le cas de liaison pivot, de dimensionner également des actionneurs, que ce soit des vérins ou des moteurs, ou enfin de déterminer des situations d'équilibre, ici l'exemple d'un robot humanoïde. Le PFS stipule que si un système matériel E est en équilibre, cela se traduit par le fait que le torseur modélisant l'ensemble des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur le système matériel E est égal au torseur nul. Au-delà de cette formulation torsorielle, le PFS ne fait que traduire que si un solide est soumis à une résultante dans une certaine direction et dans un certain sens, s'il est à l'équilibre, c'est qu'il existe une résultante de même direction mais de sens opposé qui vient compenser la première pour interdire tout mouvement de translation, et ce, dans les trois directions. De la même façon pour la rotation, si une action mécanique crée un moment dans un sens, elle sera compensée par une action mécanique qui crée un moment dans l'autre sens, de manière à interdire tout mouvement de rotation, et ce, encore une fois, dans les trois directions. L'application du PFS conduit à l'écriture de 6 équations scalaires, 3 équations pour les résultants dans les 3 directions de l'espace et 3 équations pour les moments dans les 3 directions de l'espace également. L'application du PFS exige une démarche très rigoureuse qui peut se décomposer en 7 étapes. Première étape, traduire le problème à l'aide du surgraphe de structure. Deuxième étape, identifier le problème, est-ce un problème spatial ou un problème plan. Troisième étape, choisir le système matériel à isoler, ce qui permet ensuite de faire le bilan des actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur ce système. Enfin, écrire typiquement le PFS, sachant que l'écriture du PFS va se traduire par une somme de torseurs d'actions mécaniques extérieures et qu'il faudra choisir un point commun de réduction de tous ces torseurs pour enfin obtenir le système d'équations de 6 équations et pouvoir entamer la résolution. J'ai choisi d'illustrer cette démarche sur un problème de statique relativement simple qui consiste à déterminer les actions mécaniques dans des charnières de porte arrière de véhicules de manière justement à dimensionner des charnières. Donc on est bien dans l'objectif d'un problème de statique, déterminer des actions mécaniques inconnues, donc les actions mécaniques dans les charnières en A et en B, en fonction de l'action mécanique connue, qui s'exerce ici au niveau du point C et représenté par le glisseur Q. On notera que la liaison entre la porte et l'anneau est ici modélisée par son schéma d'architecture qui consiste à modéliser individuellement le contact au niveau de la charnière haute ici au point B et de la charnière basse au point A, et surtout à ne pas représenter l'ensemble de ces deux liaisons par une liaison équivalente de type pivot qui ne permettrait pas justement de déterminer individuellement les efforts supportés par la charnière basse de la charnière haute, sachant que ces efforts vont être différents et que ça va se répercuter sur des dimensionnements différents et peut-être éventuellement des choix de matériaux différents pour ces deux charnières. Pour déterminer les actions mécaniques inconnues dans les liaisons en A et en B, on va donc appliquer le principe fondamental de la statique en illustrant la démarche vue précédemment. Cette démarche commence donc à l'étape 1 par établir le graphe de structure. Le graphe de structure est une sorte de graphe de liaison un peu amélioré, dans lequel on commence par identifier le bâti, sachant qu'on ne pourra jamais isoler et traduire l'équilibre du bâti. On traduit ensuite la présence des liaisons. Donc ici, la charnière du bas est modélisée par une liaison linéaire annulaire, une sphère cylindre d'axe AZ, et la charnière du haut par une liaison rotule de centre B, ou encore appelée sphérique. Et on vient agrémenter ce graphe en stipulant la présence d'une action mécanique extérieure représentée par l'effort Q à la distance C, sachant que dans l'effort Q apparaît également les effets de pesanteur.
L'étape 2 de la démarche d'application du PFS consiste à identifier la nature du problème. Est-ce un problème spatial ou un problème plan? Ici, on a fait l'hypothèse qu'on a considéré le problème comme étant plan dans le plan AYZ, car l'équilibre de la porte est ici uniquement dû à des résultantes qui n'ont des composantes que selon Z et selon Y, et ne produisent des moments que selon X. Cette hypothèse de problème plan permet alors de façon assez directe d'éliminer des composantes des torseurs d'action mécanique, donc la composante de résultante dans la direction perpendiculaire au plan, et donc on ne garde que les composantes en Y et en Z pour la résultante, et de façon réciproque, on élimine les composantes de moment en Y et en Z, et on ne conserve que la composante de moment en L. Cela permet de réduire la taille du problème d'un problème spatial de dimension 6 à un problème plan de dimension 3. L'étape 3 consiste à choisir le système à isoler pour déterminer les actions mécaniques inconnues. Dans cet exercice-là, sans grand suspense, l'anneau étant le bâti et ne pouvant être isolé, le seul système matériel à isoler est la porte. Et dans la démarche, on doit clairement écrire à un moment que on isole la porte. Ce terme de isoler doit absolument figurer dans la rédaction. Isoler la porte consiste à créer une frontière de manière à pouvoir faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur du système et ce qui se passe à l'extérieur, et surtout à identifier dans l'étape 4 les actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur cette porte pour la maintenir à l'équilibre. L'intérêt d'avoir fait le graphe de structure et d'avoir traduit le système isolé par sa frontière est de pouvoir maintenant clairement identifier les actions mécaniques de l'extérieur sur le système, car chaque arc ou flèche qui coupe cette frontière est une action mécanique extérieure. On identifie ainsi l'action de la linéaire annulaire, qui va pouvoir être traduit par son torseur d'action mécanique issu de la dualité entre l'effort et le mouvement dans une linéaire annulaire. De la même façon, on identifie l'action mécanique extérieure au niveau de la rotule, qui se traduit de la même façon par son torseur d'action mécanique extérieure. Et enfin, la charge Q qui s'applique au point C, qui, de la même façon, va être traduite par un torseur de type glisseur, une résultante et un moment nul en C. De ces modélisations-là, on n'oublie pas qu'on a fait l'hypothèse de problème plan, qui va pouvoir permettre d'éliminer les composantes, ici XA et UB, des torseurs dans la linéaire annulaire et dans les liaisons rotules. Une fois identifiés ces trois torseurs modélisant ces trois actions mécaniques extérieures, on peut traduire l'équilibre de la porte en écrivant le PFS. Le PFS dit que le torseur des actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur le système isolé est égal au torseur nul. Ici, le torseur des actions mécaniques extérieures se traduit par la somme des trois actions mécaniques extérieures, l'anneau sur la porte au niveau de la linéaire annulaire, l'anneau sur la porte au niveau de la rotule et la charge extérieure au niveau du point C. Le problème, c'est que ces trois torseurs dont on doit faire la somme ne sont pas réduits au même point. Naturellement, celui-là a été réduit en A, celui-là en B, celui-là en C. Pour pouvoir faire une somme de torseurs, il faut falloir choisir un point de réduction commun. La règle, et le plus pratique, étant de choisir le point où est écrit le torseur qui possède le maximum d'inconnus, de manière à limiter les calculs, puisque les deux autres torseurs, on va devoir les transporter, et plus il y a de zéros dans un torseur, plus simples seront les calculs de produit vectoriel présents dans les relations de transport. Tout calcul fait, ici, on peut donc transporter le torseur d'action mécanique de la liaison linéaire annulaire qui était initialement écrit au point A, le transporter au point B, donc avec une composante de moment, et de la même façon, pour le torseur d'action mécanique de la charge en Q qui était initialement donné en C, de l'écrire en B. On a donc toujours l'équilibre de la porte qui est traduit par cette somme de torseurs qui doit être égale au torseur nul. Ces torseurs sont maintenant donnés au même point et on va pouvoir donc sommer composante par composante
pour obtenir les trois équations qui traduisent l'équilibre de la porte, trois équations uniquement, puisqu'encore une fois, on est dans le cadre d'un problème plan. Le plus simple pour écrire ces équations n'est pas entre guillemets de les traduire en ligne, mais de les compléter en colonnes en donnant pour chacune des équations la contribution de chacun des torseurs. Donc ici, le torseur a une composante YK et en Y et une composante 0 en Z, un moment B-1 YK en X. Et donc, on met comme ça en colonne les contributions de ce torseur à chacune de ces trois équations, résultante sur Y, résultante sur Z, moment sur X. De la même façon pour le torseur d'action mécanique modélisant l'effet dans la rotule au point B, et de la même façon pour le torseur d'action mécanique modélisant la charge. Sachant que donc tous ces torseurs-là doivent être égaux au torseur nul, ça veut dire que les trois équations doivent être égales à 0. Il est de bon ton de numéroter ces trois équations pour, lors de leur résolution, faire appel au numéro de l'équation en disant, ben voilà, l'équation numéro 2 se résout assez facilement en disant que la commue ZB est directement égale à la action mécanique connue Q. Dans la troisième équation, on peut en sortir la composante YK, pareil en fonction de l'effort connu Q et des données géométriques. Et de la première équation, on peut directement sortir la valeur de YB, qui permet par la suite de pouvoir faire les applications numériques. Et c'est à partir de ces applications numériques que l'on pourrait à ce moment-là dimensionner les charnières en choisissant la taille, le type de composant et la nature des composants, réalisant les différentes liaisons, que ce soit la linéaire annulaire en A ou la rotule en B.